Aujourd'hui, on retrouve Christina pour la je ne sais pas combienième fois sur cette chaîne. Je l'ai déjà invitée 12 000 fois pour parler de plein de choses. On a parlé de notre amitié, on a parlé de dépression, on a parlé de rupture, on a parlé de quoi encore? On a parlé de mode. T'es venue pour parler de plein de trucs en fait. Je parle. Voilà, alors on va commencer à tourner. On prenait toujours pas en considération le fait que bah ouais t'avais besoin d'aide médicale et tout et que c'était une vraie maladie et nous on était là en mode maintenant ça va passer, maintenant on a ouais comme si je faisais un caprice en fait un peu genre. Ouais, moi je pense ouais c'était clairement ça. Ouais. Bah toi tu disais justement que tu justifiais les propos de ton père parce qu'il était malade, moi je justifiais que dalle, j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui si elle est là avec nous c'est pour un truc vachement moins cool, bon c'était déjà super joyeux ce qu'on racontait par le passé, mais encore moins cool maintenant parce que pour les personnes qui ont suivi un peu du coup mon amitié avec Christina et les vidéos que j'ai fait avec elle, vous n'êtes pas sans savoir que du coup ce personnage cette chose vit des choses pour le peu pénibles. J'avais fait une série de vidéos sur les violences intrafamiliales et t'étais venue pour parler de ta mère. Oui. Parce que souvent les commentaires que je recevais quand je parlais de ce type de violence-là, c'est des gens qui disaient oui, mais si ton parent il est malade, on peut rien y faire, la personne malade est violente, on peut pas lui en vouloir, etc. Et t'étais venue pour parler de ça, dans ton cas. Donc les gens qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez aller voir. C'est une vidéo, elle explique justement son rapport à sa mère, qui était maltraitante et malade, handicapée, enfin sur plein de plans, et du coup on a vachement abordé cette thématique là par rapport à du coup toi quand t'es enfant comment tu le vis et tout, enfin bref. Si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller y jeter un œil si tu veux un peu mieux comprendre l'histoire de Christina et tout. D'ailleurs je mettrai toutes les vidéos que j'ai faites avec elle dans la description. C'est quelqu'un qui me tient énormément à cœur, sinon je la ramènerai pas autant ici, et d'ailleurs si je la ramène elle ici et pas d'autres amis, c'est pour une bonne raison, c'est parce que toi t'as des projets aussi que tu as envie de visibiliser, et donc on va en parler, ça va s'entremêler dans le récit. Mais le sujet qui nous anime plus particulièrement aujourd'hui, c'est la question du suicide assisté, puisque du coup ta maman a décidé d'y avoir recours il y a un an, en août 2022. Et du coup sur Instagram j'ai beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, et j'en profite du coup pour inviter Christina pour qu'elle réponde elle-même à ces questions-là. Je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, il s'agira vraiment de faire un partage d'expérience et de répondre aux questions bienveillantes des personnes qui ont besoin d'avoir certaines réponses. Dans cette vidéo aussi et dans l'espace commentaire, je ne vais pas rentrer dans le débat politique qu'il y a autour de cette thématique parce qu'il mérite d'être abordé avec sérieux et des personnes compétentes et avec minutie. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire, on va parler juste de ta vie, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé pour moi aussi, parce qu'en fait, on est meilleures amies, on est comme des sœurs, on se connaît depuis des années, donc c'était pas un événement non plus anodin pour moi, même si pour personne en fait. Donc voilà, on va partager tout ça, et si quelqu'un est disposé à faire une autre vidéo dans laquelle on aborderait les enjeux éthiques, les enjeux politiques qu'il y a autour de ça, moi avec grand plaisir j'accueille quelqu'un qui viendrait en parler et tout. Bon Chris, raconte un peu dans les grandes lignes cette merveilleuse année 2022 qui s'est terminée avec un suicide assisté. Yes. C'est parti pour la story. Ouais, en gros j'ai une de ma grand-mère qui est décédée, ensuite... Pardon. Donc, ma grand-mère était déjà décédée. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie en soirée, je me suis fait droguer. Et le lendemain, du coup, mon autre grand-mère est décédée. Et ensuite, j'ai appris que ma mère avait un cancer. Et du coup, ça c'est passé assez vite. Je vais pas mentir, la période, elle est floue. Hein. Moi, je me suis pris tatane sur tatane. Du coup, je vais pas te mentir que la moitié des trucs, je les ai oubliés. Du coup, je peux pas tout te dire. Mais je sais que j'ai perdu un de mes animaux de compagnie. Ah oui, du coup. Ouais. Et ensuite... qui est décédé aussi, hein, pas perdu par lui. Mais... Ouais, non, je l'ai pas perdu dans la nature. Non. J'ai dû l'euthanasier. Et ensuite, il y a ma mère qui est tombée malade. Elle avait été une première fois à l'hôpital, elle était revenue, c'était pour des problèmes de cœur. Et en fait, ils lui ont fait des scanners, etc. Ils ont vu qu'elle avait une tumeur du cancer du poumon dans le sein. C'est apparemment un cancer qui est super rare. Je crois qu'ils sont 35 ou 37 dans le monde à l'avoir. Donc en fait, c'est un cancer qui naît dans le poumon. Non, c'est un cancer du poumon, donc c'est la tumeur du cancer du poumon. Si tu veux, en gros, les tumeurs, à chaque fois, quand on dit cancer du poumon, etc., c'est que c'est des tumeurs qui sont différentes. C'est pas parce qu'elles sont sur le poumon, c'est parce que c'est un cancer
spécifique, en gros. C'est le type de tumeur, quoi. C'est ça, c'est le type de tumeur. Et en gros, elle a eu ce type de tumeur donc du cancer du poumon, mais qui s'est développé dans le sein. Mais pas du poumon au sein. Il a vraiment il est né, il a grandi dans le sein. Il a fait sa vie dans un sein, quoi. Ouais, il a fait sa vie dans un sein. Et le problème avec le cancer du poumon, en fait, c'est que ça va très vite. Autant un cancer du sein, ça va moins vite, donc t'as plus de temps pour réagir, mais les cancers du poumon, ça va très 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 vite. Donc le temps que tu le chopes, que tu saches ce que c'est, ça a le temps de se généraliser, quoi. Du coup, ça a été des allers-retours chez le médecin, forcément, parce qu'il fallait savoir en gros s'il était généralisé ou pas. Donc c'était assez violent. Ma mère elle commençait à être de plus en plus malade. Puis après, on a su que c'était généralisé, elle l'avait dans les os. Et à partir de ça, là, c'est foutu, quoi. On lui a donné 6 mois à vivre, un truc comme ça. Mais... Donc en gros, pour reprendre la chronologie, donc là, les premiers événements dont on parle, c'est au début de l'année. Ouais. Ensuite, il y a l'annonce du cancer de ta maman qui arrive vers la fin du printemps, début de l'été. Et là, la course contre la montre commence parce que du coup, toi, t'étais dans l'attente de savoir est-ce que c'était du coup fatal, est-ce qu'il allait falloir faire de la chimio, est-ce que tu devais être à ses côtés. Et ça, c'est des questionnements justement dont on avait déjà parlé dans la vidéo où on parle de la maltraitance familiale, parce que une des questions qu'on se posait, c'était tu fais quoi quand ton parent il a besoin de toi mais qu'il a été violent toute ta vie et qu'en plus de ça, il est malade, tu vois. Donc, est revenu sur le tapis des questionnements du style mais qu'est-ce que je fais si elle a besoin du coup que je plus que maintenant que je sois là, etc. Donc je me rappelle, c'était vraiment deep. Ouais, mais après j'ai vite répondu aux questions aussi parce que je savais que par rapport à mes valeurs je devais être là parce que c'est la personne que j'ai envie d'être, mais je savais aussi que je devais mettre mes limites pour pas non plus me bousiller le crâne, parce que le but c'était quand même que je sois opérationnelle pour pouvoir l'aider, donc je devais rester quand même très concentrée. Donc au final je faisais en sorte qu'il n'y ait pas de débordement ou qu'il n'y ait pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode qu'il n'y ait pas de conflit. Donc je voyais que ça débordait dans quelque chose de négatif de sa part, parce qu'elle pouvait être stressée, etc. Je coupais court, je partais, ou comme ça, dans un truc très chill, en mode écoute, j'ai des trucs à faire, je reviens le lendemain, tu vois. Faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour elle, quoi. Donc pendant cet été-là, du coup, tu nous expliques qu'elle a décidé d'avoir recours au suicide assisté. Ouais. Chose qui est légale ici en Suisse. Oui. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment c'est venu sur le tapis cette décision? On en a parlé assez tôt parce que, en fait, quand elle est arrivée, qu'elle a su qu'elle a un cancer, elle voulait pas se battre. Elle voulait absolument déjà faire exit. Moi, je lui ai dit, tu vas faire les tests nécessaires pour savoir si c'est généralisé ou pas. Et là, si t'as pas le choix, tu pourras faire exit sans problème. Pas que j'ai un choix, un pouvoir décisionnaire dessus, tu vois, mais je voulais qu'elle fasse les choses bien, tu comprends, pour ma petite sœur et juste en général, tu vois. Et du coup, on en avait parlé à ce moment-là, tu vois. C'est là qu'elle avait décidé d'aller jusqu'au bout et d'essayer de se battre. Mais après, on a su que c'était généralisé. Du coup, on a fait en sorte que ça se passe le plus vite possible. Je voulais pas qu'elle souffre, quoi, bêtement. Et je sais pas, j'étais dans un mindset où je voulais que ça se passe bien. Tu comprends? Et je pensais pas trop à Michael, donc ça... Tu t'es mis à distance, en gros t'as dit genre c'est ta décision et je vais pas interférer parce que en fait tu voulais pas d'embrouille quoi avec non, elle, c'est pas une question d'embrouille, c'est une question de soutien. C'est déjà suffisamment difficile de prendre cette décision, j'imagine, tu vois. J'avais pas en plus moi foutre la merde parce que je suis égoïste. En fait, parce que c'est l'égoïsme au final, t'as pas envie que la personne elle parte, mais c'est parce que ça te fait mal, tu vois. Mais en réalité, si tu regardes la situation, c'est mieux pour elle qu'elle parte. Donc je l'ai bien pris du moment où elle a décidé de faire les choses bien. Par contre, quand elle m'a dit qu'elle voulait faire exit alors qu'elle savait même pas si c'était généralisé ou pas, j'étais absolument pas d'accord. Tu voulais quand même voir s'il y avait des options, s'il y avait pas... Exact, ouais. Alors qu'elle était déjà dans un mood, et je pense que ça c'est dû tout simplement au fait qu'elle était polyhandicapée, qu'elle a plein de maladies, qu'elle était déjà depuis longtemps. Ma mère elle voulait se suicider depuis perpète, elle nous avait menacé 150 fois de se suicider. Puis elle a déjà prévu de faire exit plus tard. C'est quelqu'un qui de manière générale, je pense, misait pas trop en fait sur sa longévité. Quoi. Non. Ah non, elle était persuadée qu'elle allait mourir jeune. Une fois qu'elle a su que c'était généralisé, du coup elle a entamé les démarches. Et chez Exit, quand tu es dans un moment de ta vie où tu sais que tu vas potentiellement mourir très prochainement, ils accélèrent le processus du coup.
et ils se rendent disponibles. Donc ma mère, elle avait la possibilité juste de décider quand elle allait partir quelques jours avant. Tu vois. Chose qui n'est pas possible dans d'autres cas. Dans d'autres cas, non. Là, parce qu'ils savaient que de toute façon, ça allait être... C'est ça. Ils essayent aussi d'ajuster parce qu'il se peut que la personne, elle décide de faire exit, mais qu'elle canne avant, tu vois. Enfin, ce qui est stupide. Tu fais toutes les démarches pour être aidé à partir. Au final, ils n'ont même pas le temps de t'aider et puis tu pars dans un état pas possible. Alors, quand c'est des maladies qui sont plus lentes et que tu as du temps, bah, tu peux poser une date. T'organiser. Oui, exactement. Là, pour le coup, non, elle a vraiment pris son téléphone, choisi sa date, et moi, elle me l'a dit le jour où elle a appelé, en fait. Elle a appelé, puis elle m'a dit, c'est le 12. Donc 2 jours, c'était le 10. Et je su qu'elle partait le 12, elle m'a donné l'heure, et du coup, bah, il y avait toute une organisation qui s'était faite pour que tous mes amis soient avec moi ce jour-là. Ouais, nous en amont, on avait prévu que dans ces semaines-là, justement, on se rende disponible oui, on savait et tout. plus ou moins qu'on allait. Ouais. Parce qu'on imaginait, vu ce qu'ils avaient dit les médecins, que voilà, ça Exactement. arriverait à peu près à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Par rapport à comment elle se dégradait et qu'elle avait décidé de partir. Enfin, on était quand même bien au courant, on se mettait tous assez bien au courant. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma mère elle a décidé de partir donc, chez moi, là où j'habite. Et du coup, moi, je savais que j'allais avoir besoin de soutien. Ma mère, elle est partie dans sa chambre et du coup, j'ai invité mes amis à être là pendant que ça se passait, mais du coup, dans le salon. Donc, comme ça, dès que ma mère était partie, je pouvais être réceptionnée en fait. Voilà, parce que je savais que j'avais tenu tant de mois à être concentrée, à être disponible, à être sérieuse, à pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je savais que là, bah, j'allais lâcher prise et que j'allais me... Bah, ouais. Craquer. Craquer. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Christina. Bah du coup, d'un point de vue extérieur, nous les amis, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour parler de tous ces points de vue différents qu'il peut y avoir. Nous, bah voilà, les gens qui te connaissent depuis longue date, ils savent que bah, t'es handicapé aussi, que tu souffres, que t'as tes galères comme on en a tous. Ouais. On a suivi toutes le foutu mitraillage de 2022 et pour être honnête, on s'est tous très sérieusement posé la question de ton cas en fait, parce que moi je à plus d'une reprise et tu le sais, ouais, bien sûr. Je suis revenue en force vers elle pour lui dire Chris, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une hospitalisation, d'être entourée, parce que moi j'avais trop peur en fait qu'elle elle disjoncte. Donc à plusieurs reprises, nous on s'est posé beaucoup de questions sur ta santé à toi. Par rapport à ta maman, c'est pas nous, c'est proche, tu vois, donc on n'allait pas commencer à nous rentrer dans des débats avec elle de rien, genre voilà, c'est une adulte et tout, mais j'imagine que dans son entourage il y a aussi des gens qui ont dû mettre leur grain de sel et commencer à casser les couilles. Bien sûr, en plus c'est notre génération, donc c'est des pathos, enfin vraiment fais pas ça, je sais pas quoi, truc aussi un peu religieux, tu sais, des trucs en mode on n'a pas besoin de ça, c'est déjà assez compliqué, le seul truc que tu peux faire c'est donner ton soutien, la situation elle est déjà assez difficile. Tu crois que prendre la décision de mourir c'est une décision facile, surtout quand t'as 2 enfants, c'est dur. Et toi, tu viens encore... Moi, je trouve que c'est un manque de respect fatal, surtout pour nous, parce que nous, on accepte, on la soutient, mais toi, là, qui ne sert à rien dans sa vie, tu viens péter ta bouche. Je trouvais ça très audacieux, quand même, tu vois. Je trouvais ça très audacieux. Toi, t'as de la chance d'avoir quand même un socle d'amis assez solide et tout, et on se connaît tous un peu entre nous. Oui. Donc en fait, bah voilà, quand elle nous a dit ça va se passer ce jour-là à telle heure, on s'est ramenés, on s'est tous mis au salon. Du coup, on a vu ta maman. C'est assez particulier en fait de voir quelqu'un qui s'apprête à se suicider quelques minutes avant sa mort en fait, et du coup, ben, moi forcément, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose parce que 2 ans auparavant, comme voilà, les personnes qui ont suivi ma chaîne le savent, moi j'étais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'étais activement suicidaire et tout, et du coup, d'être face à cette problématique, c'est vrai que moi ça m'a beaucoup questionnée. Et mais j'avais pas de jugement, tu vois. Tu peux pas en avoir. Mais je me suis juste rappelé de moi qui voulais mourir tellement, trop de fois, tout le temps, et pendant une longue période, et de voir que là, ça prend cette forme. En fait, c'était... Que des fois, t'as pas le choix, C'était tellement bizarre, c'était tellement... Enfin, je sais que c'est un moment de ma vie que j'ai vécu tellement... J'avais... j'arrivais plus à savoir mes valeurs, mes opinions de rien. C'est des moments de ta vie où t'es juste... Tu vis un truc absolument étrange et bizarre. Puis aussi la façon, je pense, dont j'ai réagi a impacté pas mal la donne, je pense. Aussi dans ce questionnement de valeurs, etc. Mais parce que Christina, c'est... à quel personnage je pourrais te comparer pour que les gens y voient ?
Bah, t'es ce genre de personne qui laisse rien transparaître, on dirait que rien te touche, tu pleures très peu, tu parles très peu de tes émotions, et du coup, nous, on essayait de voir si elle allait pas péter un câble, pas qu'on le veuille, mais juste parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible de tout intérioriser comme ça. Bah, si, ça s'appelle Christina. Et d'intérioriser déjà, avant même cette histoire de suicide assisté, de juste avoir intériorisé toute cette douleur et ces histoires. C'est pour ça que moi, j'étais tout le temps là en mode, à tout moment, faut être là si jamais elle a besoin d'une hospitalisation, parce que c'est possible que ça arrive, quoi. Et donc là, on arrive, même ce jour même, où tu vois qu'en fait, on dirait une journée normale. Où en fait, on dirait que c'est juste des amis qui viennent te rendre visite. Ta mère qui vient, qui nous salue tous. Donc elle est venue, elle nous a pris dans les bras un par un. Donc ça veut dire que cette femme, le jour de sa mort, elle a pu décider qui était dans sa maison, quand est-ce que ça allait arriver, et la forme que ça allait prendre. Elle aurait pu vouloir qu'on fasse une fiesta matinale, on aurait pu faire la night la veille. C'est un truc où en fait, genre là, elle aurait très bien pu décider tout ce qui se passe. Bon, je lui ai un peu imposé, que je lui avais dit, écoute, il y aura mes amis ce jour-là, et je lui ai dit, moi j'aurais besoin de soutien. Et elle a juste acquiescé, et puis elle était contente aussi, tu vois, de voir que mes amis se rappellent d'elle, parce qu'on a grandi dans cette maison, donc forcément, enfin dans cet appartement. Tu sais, il y a un impact, tu vois. Du coup, je crois qu'elle était quand même contente de voir qu'on était tous là et ensemble, et aussi de savoir aussi que j'allais pas être toute seule. Je pense que ça l'a rassurée aussi, tu vois. Et du coup, bah voilà, elle nous prend tous dans les bras, elle va fumer une clope. On sait pas trop si on doit être avec elle ou pas pour parler. Et puis en fait, elle le dit, hein, ça c'était son personnage aussi. À un moment, elle a dit, oh, vous me cassez les couilles, j'ai envie d'être seule, allez, dégagez. Et puis du coup, on s'est levé, on l'a laissé finir sa clope. Et puis elle a grillé sa clope, elle s'est levée, et puis elle a dit, ciao, au revoir. Je sais plus ce qu'elle a dit, mais elle a dit un truc en mode genre, allez hop. Puis après, elle est allée dans sa chambre, et puis tu l'as suivie. Nous, évidemment, on n'assiste pas à ce qui se passe dans cette chambre, et on va répondre aux questions tout à l'heure pour préciser du coup concrètement comment ça se passe. Donc voilà, il se passe un certain nombre de minutes, on est en silence, les personnes croyantes prient, d'autres se tiennent la main, on est juste en train de vivre un moment un peu absolument... mais j'ai même pas il n'y a pas d'adjectif pour décrire ça, ça n'existe pas en fait, de cette situation dans laquelle, de manière voulue, on est là, on attend que quelqu'un meure, enfin tu vois. Donc on est là, on a attendu, et puis là t'es sortie, et puis voilà. Après il a fallu organiser tout le reste. Toi, comment ça s'est passé dans la chambre? En fait, ça allait assez vite. C'est plus le moment où j'attends qu'elle soit plus là qui a été long. Parce qu'au début, du coup, t'as dû parler quand même à des gens et tout. Non, la dame, c'était très clair, tu sais, moi je m'étais beaucoup renseignée avant que ça arrive parce que je voulais être prête. Donc ma mère, par exemple, normalement, on te donne une petite boisson. Ma mère, elle avait tellement de médocs dans le sang qu'ils ont dû le faire en intraveineuse. Et en gros, t'as, tu sais, les petites manivelles là. Donc t'as ta truc, et puis tu dois tourner la manivelle, et là le truc il passe dans le sang, etc. Donc la dame lui a mis en place, elle lui a expliqué qu'à un moment donné, elle va devoir tourner la manivelle, etc. Elle lui a demandé, vous voulez qu'on attende un petit peu? Et ma mère, elle a fait non. Genre vraiment en mode go, tu vois. Du coup, moi je me suis vraiment posée à côté d'elle, donc elle était sur le lit comme ça, moi j'étais en tailleur à côté de sa tête, je tenais l'autre main qu'elle avait de libre. Et du coup, elle a tourné la manivelle comme ça. Et là, du coup, on a dû avoir notre dernier discours un peu en mode Fast and Furious. Genre, vraiment, j'ai dû débiter des trucs, et elle m'a débité d'autres trucs. Et à un moment donné, elle a dit, oh, je sens que je pars. Et du coup, elle a fermé les yeux. Enfin, la dame lui a dit, oh, reposez-vous et tout. Puis, en fait, le problème, c'est qu'elle ferme les yeux et puis elle respire encore pendant un moment, en fait. Parce qu'elle s'endort, mais elle meurt beaucoup plus tard. Donc, moi, je lui tenais la main et j'attendais. Et au bout d'un moment, j'ai senti que fallait que je sorte de la chambre. Du coup, j'ai vraiment juste dit à la dame, vous pouvez me dire quand c'est fini, parce que je voulais vraiment qu'elle soit partie pour que je puisse sortir. Et ouais, c'est là qu'elle m'a dit, c'est bon. Là, je suis sortie et blackout. Vraiment, il y a tout le monde qui me raconte des trucs différents. Moi, je suis sortie, j'ai fait... Après, je suis tombée par terre. Laisse tomber, c'était horrible. Mais ouais, c'est... Bon, du coup, j'étais là. Donc oui, t'es sortie.
et t'as dit un truc genre c'est fini ou je sais pas. De là, du coup, quand toi t'es sortie, bah nous on savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire en fait. Genre est-ce qu'on est censé faire comme si de rien n'était? Est-ce qu'on est censé aller voir? Est-ce qu'on est censé donner un coup de main pour quoi que ce soit? Enfin tu sais, t'es vraiment dans une situation où genre t'es perdu. Et du coup moi instinctivement, sans même t'avoir demandé, et d'ailleurs je me suis demandé après coup est-ce que c'était pas une erreur, mais je suis allée vers du coup la dame qui s'occupe de faire ça. Et je lui ai dit, est-ce que je peux la voir? Parce que ça m'est très personnel et je pense pas que c'est forcément commun à d'autres vécus. Mais moi, j'avais besoin, dans mon histoire, de constater une mort qui soit celle qu'elle a été. C'est-à-dire qu'elle a voulu une mort sans douleur, sachant qu'elle a souffert toute sa vie. Elle voulait une mort sans douleur à un moment qu'elle a choisi, avec les gens qu'elle voulait. En fait, elle a eu tous les paramètres, entre très gros guillemets, qui n'ont pas existé dans le cas d'un meurtre, par exemple, qui est l'exact opposé. Tu décides pas quand tu meurs, ça vient de la main de quelqu'un d'autre, c'est contre ton consentement, t'y es pas préparé, donc forcément ça peut se passer dans un endroit où il y a pas tes proches, où t'es pas chez toi. En fait, c'est des expériences de mort qui n'ont rien à voir, et du coup, pour moi, c'était tellement excessivement à l'opposé de tout ce que je connais, que je sais pas, ça m'a pris comme ça, vraiment c'était dans mes tripes. Je me suis dit je dois voir. Je sais que ce jour-là je savais pas trop à quel point c'était osé ou pas, mais dans certaines cultures, d'ailleurs de celles dont je fais à moitié partie, la mort c'est pas du tout perçu comme dans des pays occidentaux. Donc on a un rapport à la mort qui peut avoir l'air parfois presque irrespectueux pour des occidentaux, tu vois, où par exemple au Mexique il y a la fête des morts, en Colombie il y a un truc où aussi on banalise beaucoup le fait que on côtoie les morts, on fait la fête, qu'on mange, et je sais que c'est dans plein de cultures ça existe. Et du coup, tu vois, quand je suis venue ce matin-là et qu'on avait prévu de faire une bouffe et tout, je savais pas à quel point c'était déplacé ou pas qu'on fasse un genre de célébration pour dire en gros pars en paix et nous on célèbre ta vie, ou s'il fallait qu'on soit, c'est genre bah non, c'est parti en couille. Du coup, oui, ça peut paraître étonnant, peut-être pour les gens qui regardent, mais non, moi j'avais besoin d'anesthésie. J'avais besoin de... Elle était toujours donc dans la pièce le temps que viennent la police, le médecin légiste, la morgue, etc. Et nous, en attendant, on est allé faire des courses. On a acheté de quoi boire et manger, on est rentré. Et pendant tout ce temps, elle était toujours là à côté. Hein. Et c'est ça qui est particulier, c'est pour ça que je dis c'est des expériences que tu vis pas en fait. Genre c'est rarissime de continuer ta vie dans un appart où il y a quelqu'un qui est à côté, qui a décidé de partir et qui est toujours là et on attend juste en fait que la personne, on vienne la chercher quoi. Puis du coup des gens qui viennent lui dire au revoir, lui faire un dernier câlin, c'est particulier. Hein. Ouais, moi je badais plusieurs fois parce que je faisais genre je partais aux toilettes, en fait j'allais la voir et j'avoue que je badais de ouf parce qu'on dirait elle dormait quoi. C'est vrai. Et du coup genre trop de fois genre j'ouvrais les yeux, genre j'étais en plein bad, vraiment. J'ai déphasé de ouf ce jour-là. Genre t'arrivais pas à croire qu'elle était morte? Ah non, moi j'étais en train de bader, j'ouvrais son œil, après j'étais... Je suis même embrouillée avec elle à un moment donné, j'étais là en mode... Putain, toute ta vie tu vas casser les couilles, même aujourd'hui, je te jure. C'était dur. Est-ce que tu penses que ta maman avait du validisme intériorisé, la peur d'être un poids, l'impression qu'elle servait à rien, qu'elle voulait pas vous embêter? Oui, d'ailleurs c'est pour ça que au début elle voulait faire exit sans faire toutes les démarches pour être sûre qu'elle avait un cancer généralisé. Mais elle était là en mode je veux vous laisser tranquille, mais pour moi il n'y avait pas de je veux vous laisser tranquille. Il y avait de tu vas prendre tes responsabilités en main comme une adulte, tu vas aller jusqu'au bout. Et là, s'il n'y a pas de solution, tu fais ce que tu as à faire. Mais je lui ai expliqué que pour moi, c'était pas un poids. Tu vois. Parce que c'est intéressant quand même de se dire que... Mais c'est vrai, tu vois, j'avais pas tilté quand tu dis qu'avant même qu'elle sache si c'est un cancer fatal ou pas, elle avait déjà décidé. Donc bien sûr, en fait, qu'il y a du validisme intériorisé là-dedans. Ce qui pose la question, effectivement, de tous les enjeux politiques qu'il y a derrière. Déjà, moi, je pense que le vrai problème, c'est pas une question de... validisme ou pas validisme, c'est une question que le suicide c'est tabou. Je pense déjà que c'est le problème principal il est là. On parle pas de suicide. Alors qu'on vit dans un pays où c'est vraiment genre un fléau. Pour que tu aies une idée, en Suisse, la première cause de mortalité chez les 18-25 ans, c'est le suicide. Avant les accidents de la route, avant l'alcool, avant tout ce que tu veux. C'est immensément tabou en Suisse et pourtant il y a beaucoup de personnes qui meurent pas de suicide dans ce pays, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. D'ailleurs, en parlant de ça, vu que c'est un peu la période, moi j'ai participé à une campagne qui s'appelle Là pour toi, pour l'association Stop Suicide justement. Et du coup, c'est des questions forcément moi qui me travaille aussi, tu vois, de comment on fait pour que les gens
dans cette société de merde, qu'elles soient des personnes malades ou pas, handicapées ou pas. Juste qu'en fait, les gens aient moins envie de se buter dans ce monde, en fait, parce que, indépendamment d'avoir un cancer généralisé, t'en as à 15 ans, ils ont déjà envie de se pendre, la preuve. Oui. Donc... Plus, t'as différents types de suicides. Donc, t'as des gens qui se tuent parce qu'ils ont décidé que la vie n'a aucun sens. Donc, c'est des questions un peu plus philosophiques. T'en as d'autres, c'est parce que la vie c'est de la merde. T'en as d'autres, c'est parce qu'ils ont des maladies mentales qui leur font croire qu'ils aiment pas la vie et qu'ils ont envie de se suicider. Type la dépression. Ça dépend. Le problème aussi avec le suicide, je pense, c'est qu'il y a aussi beaucoup un truc avec connoté religieux. Tu n'as pas le droit de te suicider dans la plupart des textes religieux. C'est un péché. Donc les gens, déjà, ils sont réticents par rapport à ça. Puis aussi, il y a une vision de lâcheté. Donc, t'abandonnes. Tu t'abandonnes, en fait, la vie. Tu décides de ne pas te confronter au problème. Malheureusement, il y a des cas. Je veux dire, quand tu sais que tu vas mourir... Inéluctablement. T'as pas d'autre choix. Tu sais que tu vas mourir. Et dans d'atroces souffrances, si tu as la possibilité de partir tranquillement, en souffrant le moins possible, en mettant aussi le moins de responsabilité sur le dos de tes proches, parce que c'est dur de voir quelqu'un se dégrader. Et je peux te dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des gens justement se dégrader et que la dernière image qu'ils ont eue de leurs proches, c'est des images qui sont totalement horribles et qui sont traumatisés à cause de ça aussi. Donc je pense que c'est du cas par cas. Et que aussi je pense que le suicide, ça appartient à soi-même. C'est un choix que tu fais toi. Je veux dire, maintenant, j'estime aussi que l'institution, elle ne doit pas être aussi accessible d'accès pour n'importe qui. Parce que, encore une fois, des fois, tu as l'impression que tu as envie de te suicider, mais peut-être dans 2 mois, tu n'as plus envie de te suicider, tu vois. Mais que ça appartient à chacun. Je pense pas qu'on doit être quelqu'un pour avoir un jugement là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, forcément que tu as envie d'éviter que les gens que tu aimes, ils se suicident. Mais c'est de l'égoïsme, mais c'est la réalité. T'as pas envie que les gens que t'aimes, ils meurent, déjà de base. Donc forcément, s'ils le font d'eux-mêmes, il y a un truc un peu de... On pourrait l'éviter. Donc ça rend le truc encore plus horrible. Parce qu'encore tu te fais shooter par une voiture, c'était inévitable, c'est la vie. Mais que tu décides par toi-même de te suicider, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose? Donc il y a aussi une notion de culpabilité derrière. Les gens, je pense pas qu'ils aient envie de se sentir coupables. Tu vois? Ça me fait penser à ma grand-mère, ça. Moi, ça fait 3 ans maintenant qu'à chaque fois que je vais en Colombie, j'y vais d'urgence parce qu'en fait, elle va partir et parce qu'à chaque fois, c'est sûr que c'est la fin. Pour une raison qui m'échappe, à chaque fois qu'on y retourne, que ce soit ma mère ou moi, elle gagne en force. Je pense que c'est une question aussi, des choses peut-être qui nous dépassent, tu sais, c'est le contact humain, l'amour. Bien sûr. Tout ça, je crois qu'en fait, ça lui redonne des forces pour quelques mois. Et c'est à chaque fois comme ça, des hauts et des bas. Et le truc, c'est que moi, j'entends ma grand-mère depuis plusieurs années. J'entends ma grand-mère dire ouvertement, je veux mourir, laissez-moi. Et elle est très croyante. Oui. Et elle dit... Mais ça change avec l'âge. Il y a beaucoup de croyants. Tu sais, par exemple, en Espagne, tu vois, il y a plein de mèmes avec des vieux qui s'interviewent dans la rue. Et c'est pourtant des pays qui sont super cathos. Donc le suicide, il n'y a pas moyen. Et ils ont envie de crever. Et ils en ont marre. Et donc, tu vois, moi, quand j'entends ma grand-mère me dire Caro, je veux mourir, et qu'à chaque fois que nous, on y retourne et qu'on l'emmène chez le docteur et que machin, moi, des fois, je me sens presque coupable d'essayer de la soigner parce que, genre, elle veut pas, en fait. Et d'un autre côté, éthiquement parlant, on peut pas la laisser là parce que, en fait, si on fait rien, c'est non-assistance à personne en danger et, et puis nous, on va pas laisser mourir notre être cher là dans son lit sans rien faire. Donc, t'es toujours dans des enjeux où t'es là, genre, mais je t'emmène à l'hôpital, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on te force à te soigner si tu veux pas être soigné, mais en même temps on peut pas te laisser juste mourir, mais en même temps tu peux pas te suicider. Les gens quand ils peuvent être sauvés et acceptent quand ils ont décidé de faire ce qu'ils ont décidé de faire, il n'y a pas d'autre choix en fait. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma mère, je veux dire, avant qu'on sache qu'il était généralisé, je lui ai demandé d'aller jusqu'au bout. Une fois que tu sais que c'est plus possible, mais pars comme tu veux ma belle, enfin, moi je suis là pour te soutenir, si ça t'enlève de la douleur. Mais qui suis-je pour désirer que tu souffres? Ouais, c'est sûr. Et c'est que oui, évidemment, dans une société idéale, personne ne se suiciderait, personne n'aurait besoin de ce genre de recours. Mais personne ne mourrait tout court, en fait. Déjà, pour commencer. On serait jamais malade, on vivrait d'amour et d'eau fraîche, l'argent, ça n'existerait pas, tu sais. Est-ce que tu peux nous dire maintenant le après? Parce que du coup, ça s'est passé, état de choc, blackout effectivement, but you're still there. Tu es là et tu fais des trucs. Alors, tu peux expliquer, Christina, quel est le cheat code de la vie? Le cheat code de la vie. Ouais, mais là, ça va partir en mode croyance. Mais fait. Je sais que j'ai un truc en moi qui fait que
Comme les cafards. Tu vois ou pas? Non, j'ai une volonté qui est increvable. Ah je sais pourquoi les cafards. Parce que les cafards, ils meurent jamais. Ok. Ça peut les écraser et tout, ils crèvent pas. Ok. Ils crèvent pas. Et il y a un truc aussi de... Des fois, ça chiffre. Des fois, c'est vraiment parce que je suis sûre, je suis convaincue que je vais réussir à quelque chose de bien. Et d'autres, c'est parce que j'ai tellement le seum contre la vie que je suis là en mode frérot, je vais rester là jusqu'au bout. Sur ma life, que je veux pas partir. Tu m'en Juste pour casser les couilles. Je vais rester là. Ouais, parce que pour les gens qui n'ont toujours pas suivi, à qui il faudrait le rappeler, Christina est dépressive chronique depuis de nombreuses années et hashtag suicidaire de type. Ouais. De type. Ouh. Et potentiellement mal diagnostiquée parce que je serais potentiellement aussi autiste. Mais. Ah ouais, ça, il faut. Eh oui. C'est vrai que t'as pas allé voir ça. Non, je suis en train de regarder justement avec ma psychologue. Mais c'est grave probable. Elle dit que t'es peut-être aussi. C'est grave probable. Bon, franchement, après ça, j'étais en PLS. C'est-à-dire que j'étais tellement en PLS que j'arrivais même plus à sortir de chez moi, ni à me torcher le cul, ni rien du tout. God bless, j'ai un copain très gentil. Et du coup, j'étais tellement au bout de ma vie que j'arrivais même pas à aller chercher mon traitement à la pharmacie. Ce qui fait que du coup, j'ai en plus arrêté mon traitement contre la dépression à ce moment-là. Mais t'as complètement craqué après, du coup. En fait, j'ai eu toute la période où j'ai dû déménager parce qu'en gros, j'ai dû récupérer les chiens de ma mère. Là où j'habitais avant, on ne pouvait pas avoir de chiens. Donc j'ai dû remménager dans la maison où je me suis fait casser la gueule toute ma vie et où ma mère est morte. Parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Et j'ai eu le déménagement, plus tous les papiers. J'ai dû m'occuper de l'enterrement, de tous les papiers de merde, assurance, toute cette connerie là. Plus répudier l'héritage, je sais pas quelle connerie. Parce que des dettes, on n'en veut pas, on a déjà assez. Merci beaucoup. Du coup, j'ai vraiment eu la période où du coup ma mère elle est décédée, j'ai pété mon câble le jour où elle est décédée, j'ai pété un autre câble le jour où on l'a enterré, et ensuite à côté de ça j'ai été super concentrée sur les papiers etc pour finir tout très vite. Au bout de 2 mois j'ai fini et là j'ai commencé à faire des cauchemars à répétition, ma gueule. C'était un délire. Donc je pouvais être dans un rêve, je sais pas, genre type je suis sur un balai volant, je suis dans le monde d'Harry Potter et tout d'un coup je croise ma mère, tu vois, et là elle me dit je dois partir et je fais non. J'étais à la bibliothèque, je tournais la tête. Maman, non, pars pas, oui, je dois partir, c'est le moment. Je fais ça en boucle. Et du coup, j'étais obligée de faire mon deuil en fait. J'étais obligée de faire mon déni. Donc à partir de là, je foutais plus rien. Et donc c'est à partir de là justement que t'as dit tu sortais plus. Ouais, horrible. Déjà, je sors pas de ouf, mais t'as capté, c'était pire. Oui, parce que du coup, là, ça fait sensiblement 1 an que Chris, on la voit pas dehors de chez elle. Je me suis fait des coups de pied au cul, je me suis laté le fiac et j'ai commencé à taffer. À avoir des idées. Je me suis dit faut que je trouve quelque chose à faire qui aide moi mais aussi les autres et que je puisse mettre en place avec une amie, ce serait le best. Et ouais, me focus sur le projet le maximum que je peux, mettre mon énergie quand je peux dedans, et c'est un truc quand même flexible mais dans lequel je puisse mettre toute cette volonté de feu que j'ai dans mon cœur. Voilà. Ouais. Moi, pourquoi j'avais envie de partager ça? Parce que je pense que là, il y a une force qui malheureusement est la seule qu'on ait à disposition dans cette situation. C'est-à-dire quand tu es avec des gens qui n'ont pas de bif, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont même pas la famille, tu vois, parce que la majorité de notre entourage, on a tous des familles éclatées, précaires et tout. Moi, ils sont tous morts. C'est con. Ou morts. Donc voilà, comme tu es dans des conditions comme ça, où genre, bah voilà, typiquement la majorité de notre entourage, c'est des gens comme nous en fait. Ouais. Et moi, j'ai pas les galères que Christina a, mais je suis pas non plus genre la princesse du pétrole. Et dans notre groupe d'amis en général, c'est vrai qu'on est tous des schlags entre guillemets qui galèrent, on est tous un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, et personne n'a une situation tout à fait correcte. Sexy. Et du coup, moi, ce que j'ai vu, et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça, notre seule et unique force, c'est la communauté. C'est vraiment genre, on ne peut que compter là-dessus. Et Dieu merci, toi, t'as su t'entourer avec les bonnes personnes, avec les mêmes valeurs et des personnes bienveillantes, parce que je te jure que ce que tu fais, mais moi, je suis bluffée de ce que t'as construit, tu sais, parce que pendant des semaines que je te voyais plus, que moi je vivais mes galères de mon côté, parce que du coup moi j'ai eu mes histoires d'argent, j'ai eu mes histoires de travail, j'ai eu plein de galères, même avec l'appart et tout, enfin bref, il y a eu des moments où toi et moi du coup on n'avait plus trop de nouvelles, et je savais qu'elle était au fond du trou, et qu'elle sortait pas de la maison, et que de toute façon si on voulait la voir fallait aller la visiter. Et là je sais pas d'où t'as débarqué comme ça, à un moment donné tu m'as dit je vais faire une soirée de lancement de mon site et tout, et j'étais là, mais quoi?
Mais meuf, t'es pas en train genre de sécher tes caler, larmes je comprends. 24 heures sur 24, comment ça ton site et tout. Non. Et là, la meuf, elle montre, mais elle a fait un de ces trucs, les gars, j'étais là, mais... Oh, ok, d'accord, putain, alors ça, c'est la rage de vivre. Hein. Parce que... La rage de vivre, c'est grâce à en plus. Bah, du coup, on mettra des images à l'écran, mais ouais, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le projet que t'avais avant et comment maintenant tu l'as repris? Il a impacté celui-là, c'est trop ça. En gros, j'ai toujours été dans le délire de, justement pour compenser le fait qu'on n'ait pas tous des aides ou des trucs comme ça, de travailler en équipe. Donc de créer une communauté bienveillante, comme j'ai fait avec mes amis, ce qui fait que j'ai un très bon entourage. Pareil dans le travail, je suis très bien entourée aussi dans le taf. Et en gros, le but c'est toujours de s'entraider un maximum et d'aider aussi à faire en sorte que les choses artistiques ici en Suisse aussi bougent. Ouais, parce que l'art c'est pas que pour les riches et les bourges, c'est aussi pour... Exactement, stop élitisme. Et du coup, je me suis dit comment je peux faire ça sans non plus devoir claquer 40 000 thunes au début, tu vois. Comment je peux faire aussi pour allier ma passion de la mode avec cette idée de créer vraiment, de souder un collectif encore plus énorme que le truc que j'avais déjà réussi de faire avec Maniega, tu vois. Du coup, il y avait déjà le projet Maniega que moi j'ai vachement partagé sur les réseaux. Sur Instagram, dans toute cette période-là, on avait déjà fait une première cagnotte pour dire les gars, vous savez quoi, on va pas laisser que ce système nous broie jusqu'au bout. Ici, il y a des gens qui souffrent et qui veulent faire des choses. Et il y a des gens... Parmi vous, évidemment pas les plus précaires et ceux qui sont en galère comme nous, c'est pas à vous qu'on s'adresse, mais il y a peut-être des gens qui ont des ressources en plus, qui ont justement des privilèges que nous on n'a pas, etc. et qui ont envie de participer et qui ont envie de se dire ok, moi je suis pas là, mais je veux être avec vous par la pensée, par le soutien, etc. Et qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à la mode, à la création et aux valeurs aussi qu'on transmet. Parce que toi, déjà, un follow c'est énorme, c'est du soutien, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, toi, donc les gens qui connaissent pas le travail de Christina, je vous invite à déjà regarder ce qu'on a fait par le passé, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé. Mais du coup, ça s'est métamorphosé depuis tous ces événements, puisque tu as ouvert ta boutique qui s'appelle X Store. Oui. Enfin, c'est pas une boutique, c'est plutôt un... Si, c'est une boutique online avec différents designers de base suisses ayant étudié en Suisse, bref, en lien avec la Suisse. Le but, c'est d'avoir un maximum, une base très très suisse pour ensuite aller... à l'international, choper des designers internationaux et nous étaler dans le monde. Non, déjà c'est de la mode de designer, donc c'est cette idée de stop fast fashion. Si t'achètes un truc, peut-être réfléchis avant d'acheter 40 t-shirts de merde. Et au lieu de t'acheter tout le temps des trucs, t'achètes un truc un peu plus cher peut-être, mais voilà, donc rendre aussi... C'est une pauvre qui vous le dit. Hein. Oui, rendre déjà les trucs plus accessibles, aider des gens aussi qui veulent vivre de leur créativité, créer des liens entre nous, parce que c'est un monde... la mode, c'est spécial. Du coup, créer aussi une ambiance beaucoup plus joviale, sympa. Et moins élitiste, conceptuello, conneries. Exactly. Aussi dans une esthétique assez alterno-futuriste, bien internet de notre génération, quoi. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on avait déjà ouvert une première cagnotte dans laquelle... t'as reçu combien ? 2000 balles. Il y avait, du coup, c'est trop bien parce que rien qu'avec ça, même si ça paraît rien du tout pour... j'ai fait un studio photo, mon gars. Ce que j'ai acheté grâce à la cagnotte, c'est mon appareil photo. Donc, il est venu avec 2 objectifs. J'ai pu m'acheter aussi des petites gélatines et tout pour les couleurs, tout ça. Je me suis aussi acheté un réflecteur. Donc, ça permet de positionner la lumière sur le modèle, qu'il soit vivant ou pas, où tu veux. Et... j'ai pu aussi m'acheter des Godox. Alors j'en ai 3, je les ai achetés en seconde main. Ça m'a coûté entre 400-500 francs. Donc là on a presque tué toute ma cagnotte. Mais j'ai pu encore m'offrir ça. Donc là en gros j'ai acheté des rouleaux de 2,70 m de large. J'ai acheté un fond blanc, noir et vert. Les verts c'est pour les incrustations, c'est super. Et justement les attaches pour pouvoir les descendre simplement comme ça là. Et là j'ai claqué déjà la quasi-totalité de ma cagnotte. Ça, je crois que ça m'a coûté à peu près 300 balles, un peu plus de 300 balles. Donc désolé Caro, mais je dois calculer, moi je suis un peu une bite, donc 7 plus 1, donc ouais je suis à 1006. Et après voilà, j'ai acheté 2-3 trucs pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Donc j'ai pu acheter ce magnifique canapé pour que mes copines elles puissent poser leurs fesses dessus. J'ai acheté des miroirs pour que
Ça me voit pas. J'ai acheté des miroirs aussi pour que les modèles puissent se voir et tout. Et de quoi se faire des petites boissons. Voilà, c'est le Sbeul parce que j'ai fait récemment des shootings. Donc il y a du maquillage, il y a des ongles, il y a des vêtements, il y a de tout. Enfin voilà, c'est un peu le Sbeul encore, mais you know. Et ouais, j'ai fait un studio photo du coup qui a permis d'ouvrir X parce que ça nous a permis de recevoir tous les produits de tous les designers et de leur offrir des photos qu'on a mis du coup sur le site et sur Instagram. Grâce aux personnes qui ont donné dans cette première cagnotte parce que en fait c'est ça, c'est alors oui, il y a des gens ils vont gueuler, vous demander la charité et tout, mais vas-y, propose autre chose. Tu veux faire quoi en fait? Genre ton propre état te laisse à l'abandon, on en a rien à foutre de toi. La société te dit que si t'es malade, et bah du coup t'auras pas de taf, t'auras pas de bif et donc tu vas te contenter du minimum vital et encore moins. Tu vas vivre sous le seuil de pauvreté. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, si tu veux faire plus, en fait, il va falloir juste compter sur le fait que voilà, on se met entre nous, on se soude, on fait des choses ensemble, on crée des forces ensemble. Et là où il y a des gens qui ont des ressources et qui veulent les partager, bah, qu'ils les partagent et qu'ils les donnent si c'est des choses qui leur parlent. Donc moi, je vais partager ici, du coup, comme je peux, des images de ce qui a déjà été fait, du projet. J'ai participé moi en tant que modèle, je trouve que c'est génial. Et voilà, l'idée c'est que si ça t'intéresse et que si ça te touche et que à ta manière tu veux aider à combattre ce monde merdique à une petite échelle. Soutien de designer sur X. Moi, non mais c'est gentil de m'avoir sur la chaîne en vrai, j'apprécie. Vous êtes sympa. Voilà, les gens t'aiment bien. J'avais jamais dit que, tu sais, genre je regarde les petits commentaires et tout, même les commentaires pas sympas, ça me fait marrer, franchement, vous êtes créatifs. Du coup, ça va, je kiffe bien. Non, mais il y a des gens même qui me demandent, elle revient quand ta pote? Je trouve ça gentil, j'aime bien. Bon, après, je suis pas très à montrer ma tronche et tout, c'est pas trop mon délire, du coup, c'est pas en mode tout d'un coup, j'ai envie de taper dans la fame ou tu vois, mais. C'est cool d'avoir du soutien en fait, voilà. Est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin, sachant que ça ce sera vraiment pour la fin du montage, entre temps je mettrai des Tu veux un petit mot d'espoir ou tu veux un petit mot en mode... Je veux un petit mot pour une Christina qui regarderait cette vidéo. Une Christina qui va regarder cette vidéo, oh là c'est compliqué. Mec... Après c'est bateau à la con de ouf de dire n'abandonne pas, je sais pas quelle merde. Mais je pense que c'est trop facile d'être une merde. Tu vois ce que je veux dire, c'est trop facile d'être une mauvaise personne, c'est trop facile d'être égoïste, c'est trop facile de pas travailler sur soi, c'est trop facile de faire comme nos parents. Exactement. Ce qu'on disait dans la vidéo sur les maltraitances. Exactement. En fait, en gros, je traduis le Christina parce qu'on est sur internet. En gros, c'est trop facile de se faire niquer par la vie et du coup de justifier d'être une personne désagréable, méchante, haineuse ou tout ce que tu veux sous prétexte que la vie t'a niqué parce que voilà. tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. Et il faut trouver la foi, je sais pas. C'est de la foi. Moi, je crois que j'ai la foi. Mais t'as pas parlé de Dieu. Non, mais parce que j'ai pas besoin de croire en Dieu pour avoir foi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois en, je sais pas, un truc. Mais j'ai l'envie, tu vois. Increvable de... Je crois que c'est ça qu'il faut unlock dans son cœur. Genre, trouver la force inépuisable de continuer. Et tu l'as trouvé où? Je sais pas. Comment? Je sais pas. Ah bah merde, on espère la foi. Après, il y a des gens qui la trouvent en Dieu, il y a des gens qui la trouvent dans des créations un peu, dans des croyances un petit peu spirituelles, bobo 2023. Il y en a qui le trouvent dans une passion, il y en a qui le trouvent chez les gens, il y en a... trouve ce truc qui ne meurt jamais. Et aussi, les trucs, c'est passager, les trucs négatifs. Faut juste savoir serrer les dents des fois, tu vois. Mais il y a tout qui change. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu de la merde, à un moment donné, ça passe, tu vois. Les émotions sont envahissantes, insupportables, mais elles passent avec le temps, tu vois. Je veux dire, je vais beaucoup mieux. Toi, ton cousin, pareil, tu vois. Quand tu subis une peine de cœur, t'as l'impression que le monde s'écroule, tu vas canner, la vie c'est horrible. Mais au bout de 3 mois, 1 an, ça passe. C'est ça la vie. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens. Moi, je les ai pas non plus. Je trouve quand même des façons de le faire. Il y a toujours des possibilités. Donc, voilà, je sais que surtout, on n'ose souvent pas parce que les gens autour de nous, ils comprennent pas. Genre nos parents, encore une fois. Du coup, faites. Parce qu'il n'y a rien de plus nul que de vivre une vie de merde dans laquelle, en plus, tu veux parce que tu veux. C'est, ouais.
Être pauvre mais libre. Devise de pirate, mais réel. C'est pas trop drôle. Bon. Bah écoute, merci d'être venu encore une fois. Bah merci à toi comme d'hab, c'est cool. Et merci à vous. Vous êtes sympa. Et franchement, pour qu'elle vous trouve sympa, faut y aller. Hein. Parce que c'est madame... J'aime personne. Elle aime personne, alors qu'en fait, elle a un grand cœur. Et Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Toutes les infos nécessaires pour suivre du coup le travail de Christina, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fera, etc. sera dans la description. Évidemment le lien de sa cagnotte aussi que je t'invite à partager autour de toi si son histoire t'impacte, t'intéresse, si tu veux la partager, la diffuser, peu importe. En tout cas, nous, ça nous ferait très très plaisir. Et peut-être qu'on pourra te retrouver cette fois pour de plus... des trucs joyeux, putain de merde. Voilà, Ouais. des trucs plus divertissants. D'ailleurs, je le dis ici, je le dirai peut-être officiellement dans une autre vidéo, mais j'ai ouvert une chaîne Twitch. Ouais. Et du coup, on pourrait faire des lives, et ce serait trop marrant qu'on fasse des lives ensemble, parce que toi t'es très drôle. C'est quelqu'un dans la vraie vie qui est très drôle. Et bref. Quand on me censure pas sur YouTube, ok. Bordel de merde. Mais du coup, voilà, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de mettre en place, et voilà. On se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et bisous. Ciao les carologiens. Oh C'est dégueulasse.